Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 4e épisode du Tour de France des tueurs en série par région. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial simplement parce que je ne vais pas parler d'un tueur en série mais d'un tueur de masse. Donc la différence entre les deux c'est qu'un tueur en série espace tous ses crimes et un tueur de masse c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de meurtres mais dans une zone limitée et dans une période limitée. Donc je sais pas, la tuerie de Columbine par exemple, c'est une tuerie de masse. Voilà. Je tiens à préciser que le tueur s'appelant Jean-Pierre Roux Durafour, je ne vais pas l'appeler comme ça tout le long de la vidéo. Je vais l'appeler donc soit Jean-Pierre, soit Durafour, mais en entier ça va être un peu trop long, donc voilà. Jean-Pierre Roux Durafour est né le 26 avril 1957 à Tours, donc c'est un homme qui est considéré comme totalement banal en fait. Il est décrit par ses proches comme une personne calme, dont on ne se méfierait pas. Mais juste, il est un petit peu solitaire, quoi. Il aime pas trop rester avec du monde, mais ça fait pas de lui quelqu'un de bizarre, c'est sa personnalité et il est comme ça. Le détail concernant Durafour, c'est simplement qu'en fait, il est passionné d'armes à feu. Il adore les armes à feu, c'est une passion telle qu'en fait, il en a fait un hobby. Et en gros, il est très 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 fort au niveau du maniement des armes qu'il a. Il a plusieurs armes chez lui d'ailleurs. Il allait très souvent dans des stands de tir pour s'entraîner et il est dit de lui qu'en fait il était tellement fort au maniement d'armes à feu qu'il pouvait tirer sur des cibles minuscules à genre de très grande distance. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un homme assez banal, il est cheminot, il a 44 ans et en dehors d'un divorce qui s'est passé en 1999, donc 2 ans avant la tuerie, il n'y a rien de spécial dans sa vie en fait. Il est juste très très frustré par plein de petites séries d'aléas de la vie si on veut et le divorce avec sa femme en fait partie. Il est à noter qu'en 1993, l'homme avait été suivi par des psychiatres parce qu'il avait des pulsions meurtrières, qu'il y allait une dizaine de fois et qu'il n'y est plus jamais retourné du jour au lendemain. La matinée du 29 octobre 2001, Jean-Pierre va se disputer avec son fils. Donc comme je disais, c'est encore un élément qui s'accumule au niveau de sa frustration. Pendant ce temps, pendant qu'il prend sa carabine et qu'il se barre dans le centre-ville, ses enfants sont en train de partir se cacher chez les voisins. Donc c'est vraiment un gros moment de panique pour eux. Immédiatement quand il arrive dans le centre-ville, il tire sur un homme, Henri Casque, qui est directeur d'école. Et donc là-bas, alors que c'est un père de 3 enfants et qu'il n'a rien demandé. Dans la rue Marceau, une rue juste à côté, il va tirer sur un homme retraité dans le dos qui va donc s'écrouler sous les yeux de sa femme. La femme de l'homme qui a été abattu, elle, a survécu parce qu'un homme s'est jeté devant elle pour se prendre une balle à sa place. Il a été blessé mais n'est pas mort. Il a aussi tué donc un homme qui s'appelait Sheriff Till. Il avait 59 ans, il l'a tué et juste il a continué son chemin. Il a blessé 2 autres personnes et ensuite il a foncé au palais de justice de Tours. Une fois au palais de justice, il tire sur un policier de faction. Il est seulement blessé, si on veut, hein, seulement avec de gros guillemets. Et après, il va tirer sur un gendarme qui était en train d'aller au palais de justice. Ce gendarme-là sera donc touché à l'épaule. Ensuite, donc, il retourne aux alentours de l'hôtel de ville et tire sur Thierry Enguerrand, un père de 33 ans. Et c'est ce qu'on va considérer être sa 4e victime, étant donné qu'il va décéder malheureusement. En fait, après, au bout d'un moment, il va paniquer, Durafour, parce qu'il va se dire « Je suis traqué, c'est sûr, donc il faut que j'aille me cacher ». Et il est parti se cacher dans le parking de Vinci, qui se situe au niveau de la gare de Tours. Une fois dans le parking, il va partir se cacher derrière des voitures. Il finit par être entouré de policiers. Et dans sa tête, c'est vraiment genre au point où j'en suis. Et donc, il tire sur tous les policiers qu'il voit. Il arrive à en blesser 2. Au final, c'est le raid qui va être appelé. Mais en fait, un des policiers qui était déjà là à la base va lui tirer dessus. Et donc, ça va l'immobiliser. Et c'est comme ça que s'arrête donc la tuerie de Tours. Suite à la balle tirée dans le thorax, l'homme va être hospitalisé. Et c'est là que commence un peu une espèce de bouffée délirante de l'homme. Comme je le disais, il tient des propos qui sont totalement délirants. Notamment le fait qu'il ait de la sympathie pour Oussama Ben Laden. Ce qui est quand même assez grave. À d'autres moments, il va estimer qu'il est un poilu et que là c'est la Seconde Guerre mondiale et qu'il est en gros entouré par des ennemis. Et la dernière chose qu'il aurait dite, c'est, dans tout ce qui est la bouffée délirante, c'est que la voix qui lui a dit
de tuer tout le monde était la voix de son chef quand il avait fait son service militaire, donc bien des années auparavant. Il fait donc l'objet de pas mal de tests, notamment psychologiques et psychiatriques, pour savoir si peut-être il avait un problème au niveau mental et psychologique. Mais il s'avère qu'en fait, il simule tout. En fait, il veut juste éviter la prison. Les psychiatres qui le prennent en charge sont unanimes, et ils sont 3. Il simule. Il n'a aucune pathologie psychiatrique, il n'y a rien dans son cerveau qui dysfonctionne. Au contraire, il fait semblant d'être malade et simule pour pouvoir éviter la case prison. Donc le rapport d'expertise annonce que l'accusé était capable de comprendre ce qu'il faisait et qu'il n'agissait pas dans un état second. Parce qu'en fait, s'il avait agi dans un état second, quand il se serait rendu compte de l'horreur qu'il avait commise, il se serait évanoui, il serait tombé en dépression. Et lui, en fait, il a eu aucune réaction, si ce n'est faire semblant qu'il ne se rappelle de rien, en fait. Un des psychiatres va simplement annoncer que l'homme est mégalomane, affabulateur et surtout immature. Il y a d'autres personnes qui le décrivent comme un homme paranoïaque. Et donc, par exemple, il pense que toutes les personnes autour de lui sont des enquêteurs, des espions, des personnes qui sont là pour lui vouloir du mal, en fait. Et en fait, ils vont interroger son ex-femme, donc avec qui il avait divorcé 2 ans auparavant, qui va juste affirmer ça et dire que l'homme disait en permanence qu'elle le trompait, qu'elle était une mauvaise femme, que ouais, elle se tapait plein d'hommes et tout ça, alors que c'était totalement faux. Je vais citer ce que sa femme a dit lors d'une interview. Il me prêtait des relations avec des hommes que je ne connaissais absolument pas et téléphonait à mon employeur. Il avait des angoisses et voyait des espions partout. Moi, je refusais de rentrer dans ses délires. Il m'avait dit que s'il devenait dangereux, il faudrait que je parte avec les enfants. Une des raisons pour lesquelles elle est partie, c'est simplement que un jour, il a décidé littéralement de prendre une arme et de la mettre en joue. Ça veut dire qu'il visait avec l'arme, mais elle a réussi à casser l'arme et partir. Quand on dit que l'homme était vraiment paranoïaque, il y a mon chat qui descend. Donc comme je disais, l'homme était réellement paranoïaque en fait. Ce qu'il faisait, c'était qu'il avait mis un dictaphone, genre sur un meuble du salon, pour enregistrer tout ce qui se passait dans le salon quand il n'était pas à la maison et que sa femme était seule, pour voir si elle le trompait, pour voir si elle parlait de lui, si des espions étaient là, etc. etc. Et en fait, elle se sentait tellement épiée que, bon bah, avec tout ce qui s'était passé, elle avait fini par partir. Le fils aîné, dont le nom n'est pas mentionné, il a 16 ans et il décrit exactement la même chose que sa mère, et donc c'est le fils avec lequel il s'était disputé le matin de la tuerie, et il va dire qu'en gros juste avant de partir il avait juste dit va y avoir des morts, et c'est pour ça qu'il était donc parti se réfugier, c'est des voisins. Cependant, par exemple, ses collègues de travail ne le décrivaient pas comme quelqu'un d'étrange, ils le décrivaient comme un homme totalement banal. Ils disent qu'il avait un comportement neutre, mais à côté de ça, l'homme ne disait pas bonjour, pas au revoir, il mangeait tout seul, il restait tout seul. C'est ce que je disais, c'était juste un homme super solitaire, mais du coup, c'est pas un comportement si banal que ça quand on voit la résultante. Nous arrivons maintenant au procès. Quand on lui demande des explications, comme je l'ai dit précédemment, il va dire qu'il est amnésique, qu'il ne se rappelle de rien et que donc il ne peut pas s'expliquer sur ses actes. Et le pire, c'est que Durafour, il ne va pas une seule fois parler des victimes, par contre, il va genre se positionner en tant que victime lui-même. Et il va dire des choses comme notamment, donc je vais citer: quand ils m'ont interpellé, j'étais trouée comme une passoire à 2 cm du cœur. J'avais perdu 3 litres de sang, j'avais la main coupée en deux. En prison, j'ai fait une grève de la faim et j'ai perdu 20 kilos. Et bon, à ce moment-là, l'avocat général va simplement lui dire: tais-toi, si c'est pas pour t'expliquer, tais-toi, tu parles trop. L'avocat général, il va simplement demander la perpétuité, ce qui est totalement logique, j'estime aussi. Et donc je vais citer ces paroles. Je veux que le verdict apporte à l'accusé la preuve que personne n'est dupe de sa manœuvre et lui donne le temps de méditer sur sa lâcheté et la monstruosité de ses actes. Les défenseurs de Durafour vont simplement ne pas plaider la maladie mentale parce que de toute façon 3 psychiatres, comme je l'ai dit précédemment, l'ont vu et ont clairement dit qu'il n'avait rien du tout et qu'il simulait de A à Z pour échapper à ses responsabilités. Mais ils vont plaider comment dire, le fait que sur le moment, il avait un gros manque de discernement sur la situation dans laquelle il se mettait. La finalité de la chose, c'est qu'il sera réclamé au ministère public la perpétuité. Et donc il se prendra perpétuité avec la période de sûreté maximale de 22 ans. Également, il va dire qu'il veut faire appel, mais finalement annuler son appel et ne pas faire appel.
l'histoire à l'époque avait pris une telle ampleur que Jacques Chirac, le président de la République lui-même, avait adressé un message au maire de Tours et donc aux habitants de Tours pour souhaiter ses condoléances et donc envoyer un message simplement à Tours. Malheureusement, il n'y a pas depuis de nouvelles de Durafour, donc je pense qu'il est toujours en train de croupir en prison jusqu'à sa mort et c'est ce que j'espère profondément, voilà. Du coup, merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc cette vidéo, malheureusement, ouais, ne tourne pas autour des tueurs en série, mais je voulais parler de cette tuerie parce que j'en avais jamais entendu parler. Genre, c'est en faisant des recherches que je suis tombée sur cette histoire et je me suis dit, comment ça se fait que, enfin, on n'ait jamais entendu parler? Je veux dire, on connaît Columbine, toutes les tueries aux États-Unis, et comment c'est possible qu'une histoire comme celle-là, je n'en ai jamais entendu parler, moi qui regarde beaucoup de vidéos de true crime, lis beaucoup de livres de true crime. Ça m'a surpris. J'espère que ça vous aura plu, donc comme je disais, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait plaisir. Voilà, bisous!